Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Vous êtes intervenu déjà pour dire la peur, la honte, le scandale que représente cette guerre lancée par Poutine. Demain, au Théâtre Antoine à Paris, vous allez rassembler des opposants, vous allez rassembler des hommes politiques, François Hollande, d'autres personnalités, des candidats à l'élection présidentielle. Et finalement, vous vous dites, l'Europe est à l'aube d'un choix décisif pour son avenir. Oui, mais je trouve qu'elle commence à le faire. Et depuis quelques heures, l'Europe s'est réveillée. Cette Europe qu'on croyait dans les limbes de la honte et du renoncement, elle est en train de se dresser. Berlin, sans des dizaines de milliers de manifestants, Prague, au moins autant, et dans toute l'Europe se vent d'indignation vis-à-vis de ce que fait Poutine et d'admiration pour la tenue de Zelensky. Oui. Et sa tenue dans l'épreuve. Oui, ça veut dire qu'il faut aller plus loin que la guerre économique qui est en train d'être lancée, qui semble-t-il a des effets. On voit le rouble qui s'effondre, la bourse qui n'a pas pu ouvrir à Moscou. Ça veut dire qu'il faut aller au bout de cette guerre économique. C'est-à-dire qu'il faut transformer Poutine en paria. Et il faut, pour le moment, tant qu'elle se livre à cette guerre d'agression sauvage, mettre la Russie au banc des nations. Ce qui se joue là, à Kiev, la bataille de Kiev, c'est la bataille pour l'Europe, c'est la bataille pour la liberté, c'est la bataille de la civilisation contre la sauvagerie, contre la force brute, contre l'ivresse des chars et de la brutalité. C'est une affaire capitale. Oui, hier, Poutine a franchi une ligne rouge en menaçant avec l'arme nucléaire le reste du monde et en particulier les Européens. Il n'a cessé de franchir les lignes rouges. Vous savez, celle-ci, plus qu'une ligne rouge, c'est la manifestation de sa très grande fébrilité, de sa nervosité, du fait qu'il est en train de comprendre que ces Ukrainiens qu'il tenait pour des sous-hommes lui résistent, lui tiennent tête. Il est en train de comprendre que ce petit Zelensky qu'il prenait pour un petit acteur de seconde zone est en train de le mettre en échec. Donc, en effet, il devient fou. Le soi-disant joueur d'échecs Poutine est en train de se faire mettre en échec par ce vaillant et héroïque peuple ukrainien. Oui, négociation en Biélorussie où Poutine a envoyé son ancien ministre de la Culture. Est-ce qu'il faut y croire ? Les négociations avec les Russes, vous savez, ça fait des semaines, ça fait des mois et ça fait des années qu'on nous la raconte et qu'en effet, c'est chaque fois un mensonge et chaque fois une arnaque. Le système Poutine, il est basé sur la guerre d'un côté et sur des négociations en trompe-l'œil de l'autre. Alors, s'il y a une chance sur 1000 que Poutine cède et que cette guerre s'arrête, bien sûr qu'il faut la tenter. Et Zelensky a raison d'en accepter l'augure. Mais personnellement, je serais malheureusement très surpris que cela débouche là, dans les heures qui viennent, sur quelque chose. Oui. Annonce ce matin par Bruno Le Maire ici du renforcement des sanctions, notamment contre les oligarques, les milliardaires russes, et puis également la fourniture d'armes. On a vu l'Allemagne, il y a des grandes manifestations hier, finalement augmenter son budget de la défense. Et finalement, là aussi, c'est un tournant, la Suisse aussi. C'est un tournant pour l'Europe et pour l'Allemagne. C'est l'Allemagne de l'impératif catégorique, c'est l'Allemagne des Lumières, c'est l'Allemagne de l'exactitude dans la morale, comme me le disait un jour un grand intellectuel allemand, qui est en train de se réveiller et de sortir de son pacifisme un peu terrifié et un peu munichois dont elle faisait montre toutes ces dernières semaines. Ce qui se passe à Berlin aujourd'hui est très important. Ce qui s'était passé précédemment, c'est-à-dire accepter d'être l'otage du gaz russe, était une erreur gravissime. Se mettre dans la main d'un maître chanteur. Mais là, aujourd'hui, le changement de paradigme, le changement de culture et de réflexe de la part de l'Allemagne, c'est un événement considérable. Et là encore, je suis convaincu que Poutine, soi-disant, encore une fois, joueur d'échecs, ne l'avait pas prévu. Oui. Est-ce qu'il faut remettre en question la possibilité d'adhésion un jour de l'Ukraine à l'OTAN ? Et est-ce qu'il faut
comme certains le demandent, lancer une procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? En tout cas, moi, je le demande depuis très longtemps. Je me souviens, en 2008, avec mon camarade André Glucksmann, nous avions écrit un article dans Le Monde qui demandait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Contrairement à ce que disent les Russes, la porte avait été fermée, pas à moitié ouverte. Tout ça, c'est des racontards et de la propagande poutinienne. La porte avait été fermée. L'Europe, j'étais sur le Maïdan en 2014. Je me suis adressé à cette foule magnifique de jeunes gens et de moins jeunes, d'ailleurs, qui demandaient la liberté, l'état de droit, une société transparente, non corrompue. Et je leur ai dit, ce jour-là, vous êtes les meilleurs Européens. L'esprit de l'Europe, il souffle ici, sur la place Maïdan. Aujourd'hui, 8 ans après, alors que retentissent les fracas de la guerre, je le pense plus que jamais. Ce serait beau, ce serait juste, ce serait une suite logique des choses que d'entamer tout de suite le processus d'entrée, d'adhésion à l'Union européenne. Oui. Vous diriez que Vladimir Poutine est un dictateur, lui qui agite le spectre de la nazification de l'Ukraine pour justifier son intervention militaire? Écoutez, la nazification de l'Ukraine, cet argument-là est un argument immonde et absurde quand on sait que cette Ukraine prétendument nazie, ou en tout cas encore habitée par ces démons nazis, a élu à la présidence de la République un jeune juif héritier descendant d'une famille juive décimée par la Shoah. Donc c'est un argument grotesque et immonde. Voilà. Oui. Et vous diriez de Poutine qu'il faut le qualifier de dictateur aujourd'hui? Mais ça, hélas, ce n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que les dissidents russes nous le disent. Ça fait 20 ans que les opposants qu'ils faisaient buter jusque dans les chiottes, comme ils le disaient élégamment, ou sur les marches du Kremlin, comme Boris Nemtsov, dont c'était, je crois, hier l'anniversaire de l'assassinat. Ça fait 20 ans qu'ils nous le disent. Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Alexei Navalny, tentative d'empoisonnement, parce que lui aussi mettait sur la place publique les preuves de la corruption de Poutine, les preuves de la nature kleptocratique de son régime et les preuves de sa dictature. Donc ça, nous le savons, rien de neuf sous ce soleil noir-là. Dictateur, il est depuis son entrée, son arrivée au pouvoir, depuis sa sortie du FSB et son entrée au Kremlin. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer après Bernard-Henri Lévy, avec Poutine toujours à la tête de la Russie? Est-ce que d'autres relations un jour sont possibles ou est-ce qu'il n'y aura pas d'autre solution que d'imaginer qu'il puisse être renversé d'une manière ou d'une autre? Vous savez, il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, les choses parfois donnent le sentiment d'un éternel retour terrifiant, et puis parfois quand même il y a des petits progrès. Les dictateurs de cette nature finissent rarement des jours tranquilles dans leur palais doré. Vous savez, je n'exclus pas que Poutine finisse un jour comme Slobodan Milosevic ou comme le dictateur soudanais al-Bashir. Je n'exclus pas cela. Je n'exclus pas qu'il soit traduit devant des cours pénales, devant la Cour pénale internationale. Je n'exclus pas que, comme d'autres dictateurs avant lui, des gens de son premier cercle finissent par trouver que la tragédie a assez duré et que c'est la Russie, grand peuple et grand pays, paye un prix trop cher pour la folie d'un homme, pour sa volonté de puissance, pour son hubris. Tout ça est possible. Révolution de palais, tribunal international, et puis le peuple russe. Ce qui est magnifique aussi dans cette histoire, les Ukrainiens sont magnifiques, mais les Russes, qui descendent dans la rue, eux aussi par milliers, qui se font matraquer, qui se font emprisonner, qui prennent le risque de la torture pour dire leur refus de la guerre. Cela aussi, leur nombre va augmenter. Et entre leurs mains aussi est peut-être le sort de Vladimir Poutine. Beaucoup de choses sont possibles lorsque cette
guerre d'Ukraine sera terminée. On a entendu des personnalités politiques, notamment lorsque vous avez eu un débat avec Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, qui vous reprochait d'être trop va-t-en-guerre sur ces questions-là. Au fond, il y a une ligne aussi de rupture sur ces sujets. Moi, je suis va-t-en-paix. Moi, je veux la paix à Kiev. Je rêve de voir ce peuple ukrainien qui a payé si cher les folies de l'histoire au XXe siècle, réaliser son rêve de vivre prospère, libre, arrimé à l'Europe et en paix. Moi, c'est ça dont je rêve. Je voudrais que cette guerre s'arrête. Je voudrais cesser de voir ces images d'enfants apeurés, de familles dans la neige bloquées aux frontières, de femmes qui viennent d'accoucher dans des caves. Moi, c'est ça que je veux. C'est pas la paix. Voilà. Il ne s'agit pas d'être va-t-en-guerre. Il s'agit de savoir comment on en revient à la paix. Cette guerre, déclenchée par Poutine, elle n'avait aucun sens. Rien ne l'a motivé. Aucun casus belli, aucune agression du peuple ukrainien ou de son État contre la Russie. Il faut que cela cesse. Oui. 3 des principaux challengers d'Emmanuel Macron dans l'élection présidentielle qui aura lieu dans un mois en France sont accusés d'avoir soutenu, pour ou prou, en tous les cas, Poutine, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour. C'est pas une accusation, c'est un fait. Et c'est une erreur, c'est un fait, c'est une faute morale, c'est sans doute une erreur politique. Et puis c'est une preuve, c'est la preuve peut-être qu'ils ont un sens très relatif de l'intérêt national. Ces grands patriotes qui font l'éloge d'un ennemi de la France, d'un ennemi de l'Europe, d'un ennemi de nos valeurs, d'un homme qui, au premier revers, dans une guerre qu'il a déclenchée, agite la menace ultime et a le doigt sur le bouton que nous savons, ces candidats-là, je pense qu'ils se sont mis un peu plus encore hors du jeu républicain. Oui. Et vous diriez, en revanche, qu'Emmanuel Macron joue son rôle de chef de l'État, même s'il va être candidat dans quelques jours, malgré cette difficulté? Écoutez, je trouve très franchement qu'il s'est magnifiquement conduit depuis le début. Tentant de négocier, même s'il n'y croyait guère, tentant de faire entendre la voix de la raison à quelqu'un qui n'entendait que celle de la paranoïa. Et lorsqu'il finit par comprendre qu'il n'est pas entendu, oui. Eh bien, menant le front de la résistance morale à cette guerre ignoble. Donc la France, là, est à la hauteur d'elle-même, elle est à la hauteur de son destin. Et Macron, au secours de ce Gavroche devenu Danton, qu'est Zelensky. Zelensky, c'est l'enfant bara de la Révolution française, devenu le général Carnot. Macron venant au secours de ce jeune homme-là, comme Français et comme Européen, je trouve que ça a de la gueule. Oui. Vous allez réunir, je le disais, demain à 17h au Théâtre Antoine à Paris, des opposants, des personnalités politiques. Vous allez envoyer un message à Zelensky. Qu'est-ce que vous allez dire au président russe qui aujourd'hui dialogue encore avec son peuple sur les réseaux sociaux chaque jour alors que son pays est attaqué? Vous avez raison de poser cette question parce que ce meeting, bien sûr, il sera destiné au peuple de Paris, aux Russes et aux Ukrainiens présents à Paris, mais aussi aux Ukrainiens de là-bas. C'est-à-dire que nous avons mis en place, avec ma petite revue organisatrice de l'événement, la règle du jeu, un système de streaming, je ne suis pas très expert, mais autour de moi certains le sont, qui permettra à ce meeting d'être vu en direct dans toutes les villes d'Ukraine où Internet fonctionne encore. Et le message, c'est de dire aux résistants de Kharkov, aux combattants de Marioupol et aux gens qui livrent encore pied à pied à la bataille de Kiev qu'ils sont moins seuls qu'ils ne le croient parfois dans leurs cauchemars ou dans leurs nuits pleines de cauchemars. Ils sont moins seuls. Voilà, le peuple de Paris, les opinions européennes sont avec eux et trouvent que leur gouvernement n'en ont peut-être pas encore fait assez. Oui. Vous diriez que c'est à nous tous que Poutine a déclaré la guerre? C'est à l'Europe, au-delà? Oui.
Pour deux raisons. La première, c'est parce que si la première ligne ukrainienne cède, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le tour des pays baltes ou de la Pologne qui l'a plusieurs fois déjà menacé dans le passé? Je l'ai souvent dit dans mes chroniques du Point. Et puis ensuite, parce que aujourd'hui, le souffle de l'Europe, le cœur battant de l'Europe, l'incarnation des valeurs européennes, je suis désolé, tout ça, ça se trouve plus à Kiev que dans des capitales de l'Europe souvent frileuses, incrédules de ses propres valeurs et en arrière de la main. Donc oui, bien sûr, l'esprit de l'Europe, il est à Kiev et c'est contre cet esprit-là que Poutine a lâché la force nue et implacable qu'il croit avoir. Oui. Et dont vous dites, il ne peut pas gagner. Est-ce qu'il y a au moins un risque qu'il gagne? Vous savez, depuis 4 jours, je me réveille chaque matin ou chaque nuit. Je me précipite sur mon ordinateur ou mon téléphone portable dans la peur d'une mauvaise nouvelle. Depuis que Zelensky a fait ses adieux à ses homologues du Conseil de l'Union européenne, depuis qu'il leur a dit « Vous savez, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant », bien sûr que les amis de l'Ukraine et, dans mon cas, les amis de Zelensky tremblent. Je tremble tout le temps d'apprendre que le pire est arrivé, bien sûr. Quand je le vois dans les rues de Kiev, tête nue, entouré de ses conseillers et de ses généraux, comme un jeune Churchill dans les rues des quartiers pauvres de Londres à l'époque du Blitz, bien sûr que je tremble. Mais en même temps, je ne sais pas, j'ai foi dans les forces de l'esprit, les forces du courage, les forces de la vérité et les forces de l'Europe telles que ce jeune homme aujourd'hui les incarne. J'ai foi en cela, mais je vous dis cela avec crainte et tremblement, bien sûr. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Je rappelle donc demain, avec la règle du jeu, votre revue au Théâtre Antoine à partir de 17 h à Paris, SOS Ukraine, un grand rassemblement. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'avoir été avec nous. Merci.